Salut et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on regarde la troisième partie de notre projet manche du marteau. Et aujourd'hui, on va surtout travailler sur le bout fileté. C'est là qu'on est rendu en ce moment. Donc, j'ai mon trou de centre, la pièce est surfacée à sa longueur, le molletage est complété, j'ai mes deux rainures dans le manche et j'ai mon trou percé, alésé et chanfreiné. Et il me reste ce bout-ci à compléter. Et éventuellement, la conicité. La conicité, on va le voir dans la quatrième partie de cette série. Mais pour aujourd'hui, on va vouloir tourner notre diamètre en vue du filetage. On va vouloir produire un épaulement au bout du filetage. Et avant de fileter, on va produire notre rainure de dégagement de filet. On va le fileter et ensuite on va produire une rainure 4.7, une rainure convexe, donc concave, excusez, de 4.7 mm de rayon. Et cette rainure-là va nous amener au point de départ de notre conicité qu'on va regarder dans la prochaine vidéo. Donc, on a ce bout-ci à compléter, puis c'est ça qu'on va faire. Fait on commence le travail. Voici la ligne qu'on a déjà tracée, qui est utilisée pour nous indiquer qu'on est assez sorti du bout du mandrin pour effectuer toutes les opérations sans déplacer la pièce, et ainsi maintenir une très bonne concentricité. On va utiliser notre outil de tournage et surfaçage général pour tourner et surfacer le diamètre et l'épaulement de notre filet M10 par 1.5. Et je commence ici par orienter la pointe de l'outil vers les deux surfaces que je veux usiner. J'ai besoin d'un dégagement d'environ 5 degrés dans chaque axe. Et pour vérifier mon positionnement, je vais rapprocher l'outil des deux surfaces à couper. Donc, je vois ici que j'ai environ 5 degrés, pas obligé d'être parfaitement précis. Et ici également, j'ai environ 5 degrés. Et c'est pour ça que notre outil a une pointe de 80 degrés. Ça va me permettre de rentrer dans un coin bien carré de la pièce sans frotter ni sur le diamètre ni sur l'épaulement. Je vais régler ma vitesse de rotation environ à 600 tours minute, pas obligé d'être très précis. Ensuite, je peux rapprocher l'outil de la pièce, mais attention, il y a une réelle possibilité de collision quand je tourne un épaulement. Donc, pour la sécurité, et puisque c'est notre première expérience de tournage, je recommande fortement de n'utiliser qu'une avance manuelle. Il est important de savoir que l'avance ici est cruciale. Si on avance trop lentement, je vais frotter. Si j'avance trop rapidement, je vais arracher. Ce que je veux, c'est former un beau copeau. Et pour ça, je vais vouloir avoir une avance d'environ 0.16 mm par tour de pièce. Mais ça, c'est difficile à juger manuellement. Donc, on va juste dire avancer à une vitesse qui produit un beau copeau continu. Puisque c'est notre première opération de tournage, on va utiliser la technique de coupe un petit peu, mesure souvent. Ce n'est pas une technique productive, mais c'est une bonne méthode pour les débutants. Le diamètre qu'on est en train de tourner va devenir un filet M10 par 1.5. Ça veut dire que le diamètre nominal, c'est 10 mm. Mais son diamètre réel ou majeur ne peut pas être 10, puisque si une vis de 10 mm précise rentre dans un trou de 10 mm, on va avoir une interférence. Pour trouver le bon diamètre à produire, sachant que le filet va être produit avec une filière, on a une formule qui dit diamètre nominal moins pas divisé par 7.5. On sait que c'est un filet M10 par 1.5, donc diamètre nominal 10, pas 1.5. Et si on utilise ces données pour résoudre notre équation, ça nous donne 9.8 mm de diamètre majeur. Je vais donc tourner mon diamètre à 10 mm. On vient juste de calculer que c'est 9.8. Pourquoi pas 9.8? On va voir ça dans quelques secondes. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas tourné le diamètre jusqu'à la ligne tracée de l'épaulement.
Et ça, ben, c'est un peu la même raison. Je ne veux pas ici que l'épaulement soit produit par mon outil qui a 80 degrés. Ce n'est pas un outil de forme. Je veux produire l'épaulement avec l'axe longitudinal et l'axe transversal pour produire un coin réellement carré, puisque je vais couper avec la pointe de l'outil et non avec ses côtés. Puisque je coupe avec la pointe arrondie de l'outil et que cette pointe se déplace le long d'axes précis, transversal et longitudinal, mais je vais par défaut avoir un beau coin carré, mesurant 90 degrés avec une précision à peu près équivalente à la perpendicularité de vos deux axes. Il est possible de produire l'épaulement par plongée, mais ça prendrait une machine beaucoup plus puissante et rigide que ce qu'on a ici. Là, rappelez-vous, on avait positionné notre outil à 5 degrés. Donc, si j'utilise ça pour produire mon épaulement, ben, c'est évident ici qu'on va avoir un épaulement incliné à 5 degrés. On se rappelle que c'est notre premier projet de tournage et qu'on travaille les longueurs visuellement. Je vais donc positionner mon outil pour venir juste effacer la ligne tracée et ensuite prendre une coupe en plongée. J'ai pris soin à la fin de mon opération de tournage de 10 mm de remettre à zéro mon collier micrométrique transversal. Je pourrais donc retourner à mon 10 mm plus 0,2 mm et prendre une coupe en m'éloignant de l'épaulement. Et ça va me donner un coin réellement carré. Donc 9,8 mm de diamètre et 15 mm pour l'épaulement. N'oubliez pas d'ébarber les coins extérieurs pour éviter des coupures. Bon, on peut enlever notre outil de tournage et surfaçage, on n'a plus de besoin. Et reprendre notre outil, la même qu'on a utilisé dans la deuxième vidéo, pour produire des rainures. Ici, je veux produire une rainure de dégagement de filet. Et pour ça, ben, je prends cet outil et je le positionne de façon très perpendiculaire à l'axe de rotation. Là, je vais juste vous laisser regarder le travail parce qu'on a couvert tout ça dans la dernière vidéo. Il y a quand même une grosse différence ici comparativement aux rainures qu'on a produites sur le molletage dans la dernière vidéo. Et ça, c'est que je coupe le long d'un épaulement. Je ne veux pas que cet outil touche à l'épaulement d'aucune façon. Elle va venir proche de l'épaulement, mais elle n'y touchera pas. Parce que ces outils sont conçus pour couper sur leur pleine largeur du bout. Si je coupe juste sur un côté, bien, je vais avoir une déflexion. Donc, ces petits outils à rainurer ne peuvent pas surfacer. Rappelez-vous que la vitesse d'avance ici versus la vitesse de rotation est cruciale. Si on avance trop rapidement, on va coincer l'outil dans la rainure. Et si on avance trop lentement, on va avoir du frottement. Le rainurage est une opération qui est difficile à maîtriser, alors pratiquez-vous. Comme on sait, ceci est notre premier vrai projet de tournage et donc le filetage, c'est peut-être un petit peu au-dessus de nos moyens en ce moment. Fait qu'on va utiliser une filière plutôt que d'utiliser un outil à pointe unique. Le côté porte-filière va aller contre la broche de la poupée mobile et le côté filière va aller contre la pièce. Ça va me permettre d'utiliser la broche de la poupée mobile pour maintenir ma filière bien perpendiculaire à l'axe de rotation de la pièce. Au début de l'opération de filetage à la filière, je vais avoir besoin de mes deux mains pour faire autre chose que de tourner le porte-filière. Je vais donc accoter une des poignées de la porte-filière sur une arête droite et à peu près parallèle à l'axe de rotation de la pièce.
J'ai choisi ici de l'accoter sur un des coins du poteau porte-outil. Ça va permettre de bloquer la rotation de l'outil sans pour autant l'empêcher de se déplacer longitudinalement. Mais attention, cette technique ne doit être utilisée que pour partir la finière sur la pièce. Une fois que l'outil est environ 2/3 engagé sur le bout du manche, mais il va falloir qu'on arrête ça là. On va retirer la poupée mobile, on va dégager le poteau porte-outil, on pourra alors barrer la broche pour compléter l'opération de filetage normalement. Ça, c'est important parce que si je persiste à l'utiliser pour tout le filet, cette technique applique juste assez de pression sur la filière pour réellement changer le pas du filet. L'outil, si j'applique une force radiale, comme on voit ici, égale sur les deux manches, une fois qu'il est parti droit, il va continuer à couper droit. Vous remarquez que je recule l'outil régulièrement. Ça nous aide à couper plus facilement parce que ça brise les copeaux. Également, une goutte d'huile de taraudage ou de filetage, ça aidera grandement à obtenir un beau fini sur notre filet. La dernière opération à produire sur ce bout-ci, c'est notre rainure concave de 9,4 mm. Et pour ça, on va utiliser notre outil convexe ayant un rayon de 4,7 mm. Le positionnement de l'outil n'est pas tellement différent de notre rainure carrée qu'on a déjà produit. J'aimerais que l'outil soit bien perpendiculaire à la pièce et légèrement plus bas que le centre. Pour bien positionner l'outil, on doit calculer l'emplacement de notre rainure. On a donc une distance de 221 mm pour notre épaulement et le centre de notre rainure se situe à 213,3 mm de notre surface de référence. Pour positionner mon outil à partir de son bord, il va falloir que je calcule la largeur de cette section-ci. Et pour ça, le calcul sera 221 mm moins, ouvre parenthèse, 213,3 plus 4,7, ferme parenthèse, ce qui donne 3 mm de largeur. Là, je vais utiliser cette largeur-là, comme j'ai dit, pour positionner mon outil à partir du bord de l'épaulement jusqu'au bord de l'outil. Est-ce que c'est la méthode la plus précise de le faire? Non. Mais, comme j'ai déjà dit, c'est notre premier projet. On veut garder ça simple. Le diamètre au fond de la rainure n'apparaît pas sur le dessin. Je vais donc devoir calculer 19 mm moins 2 rayons de 4,7 mm, ce qui donne 9,6 mm de diamètre. On va arrêter ça là, parce qu'il y a quelque chose d'important à dire. Le copeau qu'on est en train de former ici ne ressemble en rien aux autres copeaux qu'on a produits jusqu'à date. On constate facilement que la largeur de contact entre l'outil et la pièce, elle est énorme. Ça produit un copeau qui est très large. Non seulement la largeur du copeau est problématique, mais également le fait qu'il coule le long de l'outil dans plusieurs directions à la fois. La partie du copeau qui provient des côtés de l'outil coule vers le centre, mais la partie du copeau qui vient du bout de l'outil coule également vers le centre. Et ce copeau-là, qui coule dans plusieurs directions à la fois, toutes ces directions se rencontrent en plein centre de l'outil. Ça fait en sorte que le copeau doit se déformer dans le sens de la longueur du copeau et dans le sens de la largeur du copeau. C'est une déformation supplémentaire à la formation normale d'un copeau et évidemment, ça augmente la force requise pour former le copeau. On voit le résultat de cette double déformation. Lorsqu'on observe le copeau, on voit qu'il est non seulement déformé en longueur, comme il devrait être, mais il est réellement gondolé. Donc, ça fait un copeau qui a une forme irrégulière. Le plus gros problème causé par ce genre de copeau est le problème de l'avance. Si j'avance rapidement pour prendre une coupe de dégrossissage, je vais fort probablement coincer l'outil dans la pièce. Ça va soit briser l'outil, soit briser la pièce ou
arrêter la machine. Si par contre j'avance trop lentement, mais l'outil va vibrer contre la surface de la pièce. Et ça, mais ça va affecter très négativement l'état de la surface que je vais obtenir. C'est clair que dans ces situations-ci, le contrôle de l'avance, c'est crucial. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter nos chances de pouvoir contrôler si finement l'avance de l'outil? La solution la plus simple pour un atelier maison, c'est de réduire la vitesse de rotation de la pièce. En réduisant la vitesse de rotation, je réduis la vitesse à laquelle je dois avancer pour maintenir un copeau et j'obtiens une avance plus précise. Il m'est même déjà arrivé, pour éliminer un problème de vibration, d'éteindre la machine, de placer la broche en neutre et de compléter les 2-3 derniers tours en tournant le mandrin à la main et en utilisant une avance manuelle. Voilà, toutes les opérations sur ce bout-ci du manche sont complétées. Je peux donc retirer ma pièce du mandrin, le regarder, me féliciter pour un travail bien fait et prendre une petite pause. Donc, il reste la conicité à produire ici et on va regarder ça dans la 4e partie de cette série de vidéos. D'ici là, amusez-vous, mais de grâce, soyez prudents et bon usinage.